L'intitulé peut sembler bizarre après les événements que nous vivons depuis 1 an et demi. Pourquoi nous sommes formidablement bien nés? Bien nés, quelle que soit notre génération, elle est de 3 à 118 ans, puisque je crois que c'est l'âge de la doyenne en ce moment. Pourquoi? Parce que le temps que nous vivons, ça n'arrive pas une génération sur 3, mais au dernier tour de piste, ça remonte à 25-30 générations. 25-30 générations en arrière, ça nous ramène au temps du 15e, 16e siècle, c'est-à-dire au temps de la Renaissance. Eh bien, aujourd'hui, nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire et ce que nous vivons, c'est exactement ce qui caractérisait la Renaissance. Alors, je vais essayer de vous le montrer rapidement en guise d'introduction. La Renaissance, c'était 4 choses. Eh bien, aujourd'hui, nous vivons 3 choses et demie de ces 4 choses. Alors, vous allez me dire, c'est bancal. Oui, mais une fois que vous avez repéré le pied de la table qui est un peu plus court, un peu plus long, il suffit de s'exciter dessus et puis ça va mieux aller. Premier booster de la Renaissance que nous avons aujourd'hui, une forte croissance démographique. Vous aviez une forte croissance démographique au tournant du 15e et 16e siècle, mais vous savez qu'on connaît aujourd'hui une révolution démographique comme jamais. En l'an 0 de notre ère, 250 millions de terriens. Premier milliard de terriens sous Napoléon Ier en 1804 précisément. En 2025, demain matin, on sera 8 milliards de terriens et le pic démographique sera atteint en 2050 avec 10,6 milliards de terriens. Ce qui veut dire que d'ici 2050, donc vous voyez à peu près les années qui nous restent, on va connaître 3 milliards de terriens en plus, soit 3 fois la population mondiale de l'époque de Napoléon Ier. Donc tous ceux qui disent la croissance c'est fini, circuler, il n'y a plus rien à voir, avec 3 milliards de terriens en plus, c'est un peu plus complexe. Ceci étant dit, on va à l'évidence vers un autre type de consommation. Force est de constater que jusqu'à maintenant, toute la consommation s'est basée sur l'auxiliaire avoir, mais il y a un autre auxiliaire qui est l'auxiliaire être. Et on est en train d'assister à quelque chose qui est formidable. Regardez à quel point ça va vite depuis 5 ans. Et mes étudiants ne parlent que de cela. La consommation doit s'appuyer de plus en plus sur l'auxiliaire être. Donc, premier booster de la Renaissance, la démographie, nous l'avons. Deuxième booster, c'était énormément de découvertes techniques lors de la Renaissance. Vous avez tous au fond de votre rétine un certain nombre de moyens plus ou moins réalistes du grand Léonard de Vinci, mais vous savez bien mieux que moi que depuis 15 ans, certains vont dire plus de 10 ans, on a plus découvert que durant toute l'histoire de l'humanité. Donc ce second booster de la Renaissance, on l'a, et on l'a aussi, celui-là, plus fortement. Troisième booster de la Renaissance, c'était de nouvelles routes. Nouvelle route, on va doubler la pointe sud de l'Afrique, le cap de Bonne-Espérance, 1488. 4 ans plus tard, 1492, Colomb découvre l'Amérique. Bref, de nouveaux flux. Eh bien, aujourd'hui, pas dans 7 ans, nous avons déjà de nouveaux flux. Un peu stoppés par la guerre en Ukraine, ce sont les passages du Nord qui vont totalement changer la donne. Donc, troisième point, troisième booster de la Renaissance, nous l'avons. Le seul booster qui est un peu maigrelet, c'était que lors de la Renaissance, il y avait une philosophie qui s'appelait l'humanisme. On avait foi dans l'humain, donc on osait créer une entreprise, on osait se lancer à l'eau, on osait parcourir les océans parce qu'on n'avait pas peur. On était plein de confiance sur les potentialités de l'homme. Et le seul élément qui coince aujourd'hui, alors qu'on a tout pour réussir, c'est ce mot confiance. On a peur, et quand on a peur, on est dans la fermeture. Quand on est dans la confiance, on est dans l'ouverture. Et le problème, alors ce n'est pas lié à la conjoncture Covid, Ukraine, etc., mais je suis un obsédé de la confiance depuis des décades. Le pays de l'OCDE qui a le moins confiance, c'est la France. Et donc le seul truc qu'il faut travailler, mais je n'ai pas la réponse, on va travailler tous ensemble, mais peut-être que demain soir nous l'aurons, comment éveiller, comment éduquer à la confiance. Donc vous voyez, on a la chance de rentrer dans un nouveau temps de l'histoire. Et ce nouveau temps de l'histoire, ça n'arrive pas tous les 4 matins, puisque ce n'est jamais que le 3e temps. Oh, c'est vrai que ceux qui ont fait des études historiques ou qui se souviennent de leur cours d'histoire, l'histoire dit où qu'on soit, il y a 4 temps, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la moderne, 16, 17, 18e siècle et la contemporaine. Mais ça, c'est complètement occidentalo-centré, hein. Ça ne colle pas pour l'Afrique, ça ne colle pas pour la Polynésie, ça ne colle pas pour l'Amérique centrale et du Sud. Et dans le cas du programme océanique que tu as la gentillesse de citer, on s'est rendu compte qu'il y a simplement 2 temps, seulement 2 temps derrière nous. Un premier temps qui s'appelle le temps des Méditerranées, parce que contrairement à ce que vous pensez,
Il n'y a pas eu que notre Méditerranée, notre marée d'Ostrom à nous. Toutes les grandes civilisations, contrairement à ce qu'on vous a dit, ne sont pas toutes nées autour de la Méditerranée occidentale. Au même moment, vous avez une autre Méditerranée de l'autre côté de la pièce qui s'appelle la mer de Chine. Et au même moment, vous avez tout un tas de civilisations tout aussi intéressantes qui se sont développées. Donc on a un temps qui s'appelle le temps des Méditerranées, où le monde vit autour de deux pôles, Méditerranée occidentale, Méditerranée asiatique, sans quasiment de communication. Sauf quand vous avez un ensemble politique assez intéressant, c'est Rome. On sait aujourd'hui que Rome, la grande puissance de l'Antiquité, a prédominé, non pas simplement parce que Rome était une puissance maritime et maîtrisait la Méditerranée occidentale, on sait que Rome a pu prédominer parce qu'il, accrochez-vous, il maîtrisait les flux dans l'océan Indien. Et ça chamboule toute la vision classique de la géopolitique. C'est à partir du moment où Rome a perdu la maîtrise des flux dans l'océan Indien qu'ils ont dégagé moins de sous pour lutter contre les Gauls, les Ostrogoths et autres Visigoths. On commence à prendre conscience aujourd'hui, derrière les derniers travaux de géopolitique, du point essentiel de l'océan Indien. Et ce que je vous dis là, c'est ni plus ni moins que la stratégie du président chinois Xi Jinping avec ses nouvelles routes de la soie. Donc, le temps des Méditerranées, puis j'évoquais ce Big Bang géographique, 1488-1492, on rentre dans le temps de l'Atlantique, prédominance occidentale parce que l'Occident va dominer tous les flux, mais ce temps n'est plus. Nous rentrons dans un troisième temps, et c'est ça qui est formidable, un troisième temps que mes chercheurs ont appelé le temps de l'océan mondial. Pourquoi ? Parce que toute la population mondiale se concentre autour de la mer. En 2025, on y est. 75% de la population mondiale va se trouver concentrée sur une bande littorale mondiale de 75 km. C'est-à-dire que sans la mer, on ne passe pas. Alors, face à ça, nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire. Et ce n'est jamais que le troisième. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on passe d'un temps de l'histoire à un autre, ça ne se fait pas du jour au lendemain, 14 juillet 1789 à 12h12. Il y a 30 ans. Si vous me demandez on en est où, je dirais on est plutôt à 29 ans et demi. Mais dès qu'on passe d'une période à une autre, il faut changer de lunettes. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle manière de voir, d'avoir et d'être. Je n'ai pas le temps de vous montrer comment, à chacune des périodes historiques, il y a une manière de voir. On n'a jamais été cyclope, mais on ne voit pas les choses de la même manière. Jusqu'à la Renaissance, par exemple, on ne voit pas en perspective. Ça peut paraître curieux, mais c'est réellement le cas. Quand nous avons la perspective à la Renaissance, on part du milieu du cadre, on se projette. Intéressant, les Chinois inventent la perspective au même moment, mais ils n'ont pas de cadre. Ils partent d'ici ou ils partent de là-bas. Toutes leurs lignes de fuite ne sont pas des droites, mais des courbes. Vous ne pouvez pas comprendre la stratégie chinoise aujourd'hui avec des lignes droites. Un exemple, les Chinois investissent dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac. On fait nos lignes droites, on ne comprend pas. Deuxième investissement, troisième investissement, c'est au cinquième investissement chinois que tout d'un coup, vous voyez que la droite ne marche pas. Il y a une courbe, mais c'est trop tard. Quand vous découvrez la courbe, vous êtes déjà enchloussé. Jusqu'à la Renaissance, on ne voyait pas en perspective. Pourquoi ? Parce que ça découle d'essence. La structuration mentale change d'une période à une autre. Si je me place au niveau de la Renaissance ici, jusqu'à la Renaissance, la notion de progrès, c'était un retour en arrière. On voulait retrouver un paradis perdu, on voulait retrouver un âge d'or. C'est d'ailleurs intéressant de constater que jusqu'à la Renaissance, les seules découvertes géographiques que l'on faisait étaient vers l'Est. Premier temps de l'histoire, le temps des Méditerranées. Deuxième temps de l'histoire, ça y est, on commence à se projeter vers un avenir. Et on va se tourner comme par hasard vers l'Ouest. Où est-ce qu'on est aujourd'hui ? On est là. Ce deuxième temps de l'histoire, premier temps, je veux retrouver un paradis perdu. Deuxième temps, une notion de progrès. Le toujours plus. Aujourd'hui, je le vois à travers les étudiants, ce sens du toujours plus n'existe plus. On veut quoi ? Oui, le progrès, la linéarité, mais on veut aussi une verticalité, être bien dans son être. C'est-à-dire qu'on rentre dans un temps qui est tridimensionnel. On rentre dans le temps du complexe qui est le temps du méta. Et le temps du complexe, eh bien ça s'apprend. Et j'ose vous dire que le mode de sélection, le mode d'éducation aujourd'hui n'est plus adapté à la réalité du temps. Qu'il s'agisse d'un recrutement mathématique basé sur des équations du xème degré, mais toujours dans la ligne droite.
ou des littéraires qui pensent le politiquement correct. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vous fais un autre petit dessin pour montrer qu'on est dans le politiquement correct, que tout le monde critique et que tout le monde fait. Pour les littéraires, c'est le plan thèse, antithèse, synthèse. A et B, thèse, antithèse. Qu'est-ce qu'on nous demande? Il faut réconcilier A et B, on fait du politiquement correct, on prend ce qui est à peu près sympa dans le A, à peu près dans le B, et on fait du politiquement correct. Ça, c'est étriqué, vous ne gérez pas le complexe. C'est passer sur un autre plan et voir comment tout ça peut s'acoquiner dans un cadre plus large. Je me suis fait exploser en Chine en montrant ça. J'ai un intellectuel chinois qui est venu comme ça, qui a tout rayé. J'ai repris espoir quand j'ai vu qu'il continuait. Pourquoi il a mis des flèches partout? Il me dit, vous êtes bien un télo, vous êtes bien occidental. Vous faites un effort, vous prenez du recul, vous prenez du champ, vous montez au métaverne comme nous aujourd'hui, mais vous êtes toujours dans le cadre. Les Chinois, c'est l'infini des possibilités. Et ce que nous appelons thèse et antithèse, eux, c'est le yin et le yang. Le yin et le yang n'est pas un carré ni un rectangle, c'est du rond. C'est-à-dire, tant qu'on restera dans le politiquement correct, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que si on veut monter au méta et réfléchir, il faut que nos littéraires soient des vrais littéraires, capables de sortir. Il faut que nos scientifiques soient de vrais scientifiques, pas uniquement être sur la méthode des équations, mais du politiquement correct. C'est-à-dire passer au quantique. Ça fait un siècle qu'on crie au génie après Albert Einstein, c'est toujours pas intégré. Et pour vous montrer qu'on vit une époque formidable, je terminerai là-dessus, je te rassure, on vit un temps qui ne s'est pas produit depuis 12 000 ans. Je fais fort pour terminer. 12 000 ans, c'était la révolution néolithique, création de l'agriculture. Tout le monde était à l'époque nomade. Quel est le rapport à la géopolitique, à l'espace-temps? Le nomade, il parcourait des espaces infinis parce que son troupeau de chèvres se déplaçait là où il y avait un peu d'air. Par contre, il ne se projetait pas au lendemain, il allait suivre son troupeau de chèvres. Et puis progressivement, avec la révolution agricole, on va passer dans un monde de sédentaires. Oh, ça mettra 1000 ans. Et là, le sédentaire, il va cultiver uniquement son jardin de curé, un tout petit espace. Par contre, il va se projeter dans le temps parce que les terres se fatiguent, parce qu'il faudra les laisser se reposer, etc. Et donc, il y a toujours une distanciation. Est-ce qu'aujourd'hui, pour la première fois, alors que le nomadisme revient, comme disent les psychosociologues, il y a le nomade d'en haut. Le nomade d'en haut, c'est celui qui va gérer ses affaires à Singapour, Paris, Londres, etc., en temps direct. Et le nomade d'en bas, c'est celui qui fait peur, c'est Lampedusa. Est-ce que l'apemicus, l'homme parfait, l'homme de demain, ou l'apm metervicus, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, être en mesure d'aligner l'espace en grand, voire en grand, et prendre du temps? Tout le succès de l'avenir découle de ces deux mots, espace-temps. Et vous avez 3 niveaux de géopolitique. Il y a le niveau Biden, etc. Mais il y a 2 niveaux que vous oubliez toujours, les plus intéressants finalement. Il y a une géopolitique personnelle. Quel est le temps que je prends pour moi, Bertrand, pour moi, et dans quel espace? Uniquement Nantes, l'Afrique, pas l'Afrique. En tant que dirigeant, quel est le temps que je prends pour entrevoir mon entreprise, non pas simplement pour le 31 mars, mais à l'horizon 2030 ou 2050? Et dans quel espace? Afrique, pas Afrique. On est dans un temps tout à fait étonnant. À travers l'histoire, il n'y a que 3 sens d'ailleurs qui ont joué. Le toucher, le visuel et l'auditif. Il y en a 2 qu'on n'a pas touchés. Alors je terminerai, la conclusion c'est la vraie, celle-ci, en vous disant bienvenue dans le métaverne, dans le méta, dans ce monde complexe. C'est le meilleur moyen de ne pas s'ennuyer. Il faut un réarmement intellectuel, c'est la clé du succès. Et nous allons rentrer dans un temps qui est celui de la complétude. On va pouvoir jouer sur un meilleur rapport à l'espace, au temps, jouer sur l'être et sur l'avoir. Et c'est évident, et je terminerai là-dessus, que ce nouveau sens de l'histoire, qui est non pas le linéaire, mais ça, attention aux Chinois, parce que leur sens de l'histoire, eux, c'est ça. Il y a longtemps qu'ils sont plus à même de ce genre de choses. Donc il faut aussi penser comme les Asiatiques le font, mais fort de notre système très percutant, ça va fonctionner. Merci beaucoup.